Bonjour à tous, bienvenue sur Ça fait un bail. Aujourd'hui, on va répondre à une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut arrêter de travailler avec un seul projet immobilier? Donc très très rapidement, avec nous, on a Dorine. Salut Dorine. Salut Jérémy. Franchement, trop plaisir de t'avoir à la péniche pour la première fois. Première fois qu'on a enregistré, on était où? Bah, je crois que c'était dans ton appart. Ok. Appart dans le 18e. Toi, t'as pas mal de nouveautés, des nouveaux projets, des projets d'immeubles notamment. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de discuter avec toi. Je crois que ta vie, elle a bien changé aussi. À quoi ça ressemble ta vie aujourd'hui grâce à l'immobilier? Bah alors, je crois que j'étais déjà rentière au moment où on s'était vus. Enfin, j'avais déjà arrêté de bosser, mais j'étais au tout début du lancement de mon projet entrepreneurial, d'aider des autres à investir aussi en immobilier. Là, c'est vrai que maintenant l'entreprise d'accompagnement, elle fonctionne plutôt bien. Euh, donc, moi, j'ai pas l'impression que ma vie a changé tant que ça. Bah alors, redis-nous un Il y a peu, parce peut-être que juste un enfant. à chaque fois que j'appelle Dorine, il y a un enfant en plus et elle est en vacances. Oui, oui, oui. Bah, après, c'est vrai que ouais, nous, on a une vie cool depuis qu'on a arrêté de bosser les deux avec nos enfants. Euh, et puis, en fait, nous, on s'est ennuyés à partir de 2021, où on s'est dit, non, mais en fait, ne rien faire, ça ne nous correspond pas non plus. Même si, en fait, en vrai, quand tu es vraiment sous l'eau, nous, vraiment, on a eu une phase difficile où tu bosses, tu as tes enfants à gérer, tu t'investis en immobilier en parallèle dans une ville qui était loin de chez nous Et à Metz? à Metz et on est habité à Paris. Il y avait quand même une phase où on était dans un gros tunnel, hein. On était dans un gros tunnel quand on était en mode faut qu'on ait notre Ouais. liberté financière. Et une fois qu'on est sorti du tunnel, bah t'as qu'une seule envie, c'est en mode je fais rien, ne me parlez de rien. Moi c'est bon, j'arrête tout. Et c'est moi, je pars sur mon île de chez moi toute seule. Tu sais, tu fais du. Maintenant il y a une mode de partir en vacances chez soi sans que personne te parle, tu vois, depuis le confinement. Bah, en gros c'était ça, je voulais la paix. Et puis en fait, au bout de 1 an de paix, en réalité, tu te rends compte que bah en fait, tu tournes vite en rond, que tu as envie de faire des choses. Et c'est là qu'on a lancé le projet, le podcast. Et en réalité, je m'éclate de dingue avec Cyril sur le podcast. Nous, c'est des investisseurs sereins et sur nos accompagnements pour lancer l'entreprise. Puis en même temps, accessoirement, oui, on a eu un quatrième enfant début d'année. Euh, on voyage un peu. Combien de mois de voyage? Bah, en vrai, nous, à la base, moi, je suis très France. Moi, je suis très France. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller loin. Ma théorie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller loin pour être heureux. Ouais. Il y a des très belles choses en France. Donc, pendant 3 ans, c'est vrai qu'on a beaucoup fait la France. Moi, j'aime bien ouais, des petits clubs vacances avec, tu sais, avec garde d'enfants, quand même, avec un petit peu de confort, tu vois. Parce que quand tu as des enfants, moi, j'aime bien Ouais. souffler un peu. Et puis, et donc, en fait, on part 16 semaines par an. Ok. Donc, en fait, il y a 16 semaines de vacances scolaires par an, tout simplement. Ok, donc voilà, pour tous ceux qui veulent faire 16 semaines de vacances, on va écouter et essayer de comprendre minutieusement comment vous avez fait. Donc il y a un peu, il y a deux questions. Est-ce que c'est possible? Et aussi, bah, comment faire? Quelle est la méthode? Est-ce que c'est toujours possible en 2025, 2026? Est-ce que 2026 va être une meilleure année que 2025? On va avoir un petit moment boule de cristal aussi où tu me diras un peu ce que tu en penses. Euh, Rappelle-nous un petit peu pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode. Le premier épisode, il sera en description, comme ça vous pourrez reprendre vraiment en détail. Mais sans donner de détails, est-ce que tu peux nous représenter un peu ton parcours et surtout votre parcours avec Cyril? Alors à la base, on était tous les deux ingénieurs en informatique à Paris. On a bossé plusieurs années. Je pense qu'on était restés 10 ans à Paris. Je dirais presque un parcours classique, avec des bémols, parce qu'on a tous nos petites spécificités, mais il y a grosso modo un parcours classique. Lui, il a fait carrière dans le monde de la finance, donc finance de marché, dans les banques. Il était consultant. Il gravissait des échelons. Et en fait, il arrivait à un stade où après, c'était directeur et puis en fait, les directeurs, ils étaient tous au bord du burn-out et j'étais en mode non, 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 on arrête là. On arrête les frais, ils rentraient tard, bah, c'était un peu compliqué. Moi, de mon côté, j'étais dans les startups numériques. J'aimais bien, j'étais salariée. J'aimais bien, mais pareil, je sentais que j'étais pas au plein de mon potentiel et en réalité, nous, on s'est vraiment éclaté à côté à acheter notre premier immeuble. Mon premier immeuble en 2016. Deuxième immeuble, on a vu que ça marchait. Au départ, c'était vraiment pour la retraite, hein. À l'époque, je fais pas autant de contenu, hein. Nous, on était juste en mode, attends, je vais pas bosser comme ça jusqu'à 65 ans. Il y avait peut-être une réforme, peut-être qui était en cours de discussion, mais quand tous les ans, il y a des discussions sur la retraite. Et donc, en 2015-2016, il devait y avoir une discussion, et j'étais là en mode, waouh, 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 attends, on est parti pour prolonger la retraite jusqu'à perpète.
ça va pas le faire, donc faut qu'on investisse. Et donc on est arrivé à l'immobilier, on a acheté notre premier immeuble, on a vu que ça faisait 500 euros de cash flow. Là, on s'est dit, ah ouais, en fait, c'est cool. Combien d'appart? 4 apparts et un local commercial, Ok. dont un appart, j'aime bien raisonner en têtes, plutôt qu'en nombre d'appart. C'est bien. C'est 5 têtes et un local commercial, parce qu'il y a une coloc de 2, donc 4 apparts. Ah, en nombre de beaux. Voilà. En nombre de têtes. Ouais, Et combien de... Ouais. Et ça fait 6 bails. ouais, exactement. Ça fait 6 bails, exactement. Ok. Bah, intéressant. Et donc ça, avec ça fait 500 euros de cash flow. Ouais, c'est là que ça nous a fait le déclic. En réalité, depuis l'immeuble, il a un bien meilleur cash flow parce qu'en fait, le truc magique en immobilier en France, c'est que les mensualités restent pareilles et les loyers, eux, ils augmentent avec l'indice IRL, sans parler du local commercial qu'on a pu revaloriser suite à des départs de locataires. Qu'en fait, notre cash flow de REM du premier immeuble, aujourd'hui, il a plus de 1000 euros. Ça, c'est chouette. Mais en vrai, le premier immeuble, ça a été notre déclic en mode attends, on recommence. Donc, on a refait un deuxième, 10 têtes, 6 appartements. Alors, pardon, comment c'est mieux politiquement correct? On dit quoi? 10 pots? Non, ça marche. Hein. Ah, c'est pas méchant, peut-être. Et là, on a eu à peu près aussi 1000 euros de cash flow. Et puis, on était en mode, c'est chaud quand même, parce que, bon, à l'époque, c'était 500 plus 1000. Bah ouais, mais bon, 1500 euros, va vivre avec 1500 euros, surtout si tu veux avoir 3 enfants. Et pourtant, ça, c'est un beau parc, tu vois, c'était déjà pas mal. Et puis après, on a eu notre troisième immeuble qu'on a trouvé en fin 2018. Ça a été compliqué parce que tu vas dire aux banques, bonjour, du coup, je réemprunte un troisième immeuble qui est une maison, en plus, qu'on avait découpé en 15 appartements. Donc, c'était un gros projet avec du risque. J'appelle ça un projet avec du risque parce que tout le monde n'est pas capable d'aller sur ce genre de projet. C'est une grosse maison à découper. On va en parler justement par rapport à ça. Et ça a été notre ticket de sortie, celui-là, parce qu'en l'occurrence, on a 10 000 euros de loyer par mois. On a 5 000 euros de mensualité. Même pas. Parce qu'on a mis un peu d'apport, donc on a un peu triché sur le dernier. Et puis du coup, on était à 4 000 euros de cash flow et sur le dernier, donc c'était notre ticket de sortie, quoi. Super. Le ticket de sortie. Le ticket de sortie. Est-ce qu'il est accessible à tout le monde, ce ticket de sortie? C'est quoi Est-ce que tout le monde peut faire un projet aujourd'hui? Tu vois, il y a un moment où il y a des sujets de capacité d'emprunt, des sujets d'apport, etc. Du coup, ça s'adresse à qui, en fait, ce ticket? Franchement, maintenant, avec l'expérience que j'ai, on a quand même accompagné plus de 100 personnes, 150 personnes, je pense, à l'investissement immobilier. Je commence à voir un peu. Je pense que non, tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne peut pas faire ça. Déjà, et en réalité, pour moi, le critère numéro 1, et c'est ce qu'on fait, c'est l'état d'esprit de la personne et comment elle est. C'est-à-dire que c'est pas être un salaire qui va être un critère. Tu vois, il y a des gens avec des énormes revenus qui sont incapables de faire ce genre de projet parce qu'ils vont être trop flippés. Tu vois, il va y avoir un caractère en fait derrière qui va faire que la personne elle va être capable de faire ça, quoi. Et pour moi, c'est pas... Enfin, on va parler des critères plus techniques, tu vois, mais il y a déjà le critère dans la tête. Tu sais, je me rappelle encore un rendez-vous avec une fille que j'accompagne. On avait fait un individuel. Elle me regardait dans les yeux en mode, j'en peux plus de mon travail. Quoi qu'il arrive, dans 9 mois, j'arrête de bosser. Et je voyais, elle était tellement déterminée dans ses yeux qu'elle a réussi, tu vois. Et elle n'avait pas sur le papier le meilleur profil. Et t'as des gens sur le papier, ils ont un boulevard, mais ils en font rien. Donc, tu vois, je sais pas comment dire. Ok. Je suis pas à l'aise avec la question. Non, mais c'est bien. Et écoute, j'apprécie ta réponse. Et je trouve qu'il y a peu de personnes qui font de la formation immobilier comme toi, donc qui forment des gens à se lancer, qui ont ce discours, parce que c'est plus facile de dire, oui, bien sûr, tout le monde peut, tu vois, comme Oussama Hamar qui disait, tout le monde peut devenir entrepreneur, ça te permet d'agrandir le cercle. Après, il y a les petites étoiles et les petits astérisques. Il y a en effet ce mindset-là. Moi, j'ai vu a priori des gens qui levaient des grosses sommes d'argent avec pas grand-chose. Ça implique d'aller voir 10 banques, parfois. Donc, si tu es capable d'aller faire ça, si tu es capable de t'entourer, peut-être qu'on va parler un peu de ces... il y a une catégorie de personnes qui peut le faire de manière un peu évidente. J'ai le bon salaire. Qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs pour cette première catégorie qui n'a pas besoin de faire 10 banques, c'est quoi? Alors, pour moi, le premier critère qui est hyper important et que malheureusement tout le monde ne remplit pas, c'est l'épargne de côté. Okay. Nous, on est assez pénible sur ce point-là parce que
moi, j'ai un minimum maintenant, 30 000 euros. Ok. On est de plus en plus strict là-dessus. Voilà, j'ai pas envie de dire qu'il y a des dérogations et des explications, mais grosso modo, si tu as des bons revenus, il faut qu'il y ait 30 000 euros de côté, parce que pour moi, c'est la sérénité. Alors après, évidemment, on pourrait remettre en question ce que je dis, parce que c'est pas... toi, si tu fais un tout petit projet à 100 000 euros et tu as un petit revenu, voilà. Moi, je parle de personnes qui ont envie de faire des gros projets. Si tu as moins de 30 000 euros de côté, moi, j'ai pas envie... je te conseille pas d'y aller. Règle déjà ta problématique de mettre de l'argent de côté dans ta vie, d'organiser tes dépenses. Enfin, voilà. Ça, c'est le premier point qui est vraiment important pour moi. Et attention, parce que les gens confondent tout. Avoir de l'argent de côté ne veut pas dire le mettre en apport dans le projet. C'est deux choses complètement différentes. Et pourquoi ? Parce que c'est une question de profil aux yeux des banques. Si tu as un profil épargnant qui a beaucoup d'argent de côté, tu vas pas du tout être regardé pareil par le banquier qui va avoir envie que tu places ton argent chez lui par rapport à quelqu'un qui a peu d'argent de côté. Tu vois, donc les gens toujours ils regardent le taux d'endettement. Ils ont ah ben alors mon taux d'endettement il est non mais en fait regarde déjà combien tu as d'argent de côté parce que en réalité ton taux d'endettement on peut être dépassé mais si tu n'as plus d'argent de côté t'es marrant. Ça pour moi il y a pas de tu vois un banquier à un moment donné t'as pas d'argent de côté même si théoriquement tu devrais être pas trop mal t'as pas d'argent de côté quoi. Gère déjà ton argent. Ouais, t'as un message à passer à ton banquier et c'est le meilleur moyen de lui passer le message. Ouais. Honnêtement, oui, t'es pas du tout vu de la même manière par ton banquier quand t'as un compte avec un peu de liquidité et quand t'es tout limite, soit parce que t'as ton argent ailleurs, soit parce que t'en as simplement pas mis de côté, quoi. Ouais. Ok. C'est le premier point. Premier point. 30 000 euros sur un compte ou place, enfin un peu liquide, quoi. Ouais, un peu liquide. En tout cas, moi, je demande toujours le patrimoine financier au global, parce qu'il y a des gens, ils ont une assurance vie, ils ont des machins. Moi, j'aime bien voir le global au total. C'est sûr que si tu as 30 000 euros, entre guillemets, de disponibles, qui sont pas trop bloqués non plus, c'est l'idéal. Mais c'est intéressant de voir le portefeuille complet financier de la personne, parce que en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont plus de 50 000, 100 000 euros de côté. Enfin, moi, je le sais, je les ai en appel, et qui sont en mode, je sais pas quoi en faire, etc. Et bien sûr, le but du jeu, c'est que si tu as un plan de liberté financière, c'est d'essayer d'en mettre le moins possible au début. Parce que quand tu démarres ton parcours d'investisseur, c'est facile d'emprunter. C'est après que ça va devenir plus compliqué. Et si tu as mis un peu de cash au début, en mode, de toute façon, j'en ai beaucoup, j'ai 100 000 euros, du coup, je vais mettre 50 000 euros dans le projet, ça va améliorer mon cash flow. Ok, les deuxièmes projets, tu as déjà plus que 50 000 de côté, puis manque de peau, tu arrives à le faire, et puis après, tu n'as plus que 20 000 de côté, et puis c'est fini. Fini ta carrière d'investisseur, tu dois attendre 5 ans pour remettre de côté, etc. Et ça met du temps. Voilà. Ok, très clair. Il y a d'autres choses qu'il faut pour avoir le ticket facile, le ticket de sortie facile, entre guillemets. Avoir des bons revenus de façon régulière. Tu vois, forcément, si tu as des bons revenus, le nombre de gens qui disent oui, du coup, j'en peux plus au bureau, je suis en 3/5e, et puis maintenant je te contacte pour qu'on investisse. Je fais non. Ouais. Rester en 5/5e, rester à temps plein. Vraiment. Mais c'est malheureux parce que souvent les gens, en fait, ils attendent d'arriver au bout du rouleau de leur vie. Et en fait, ils en peuvent plus. Et puis, non, il faut que je quitte mon travail, Dory, tu comprends, j'ai fait un burn-out. Je suis, mais c'est dommage. Enfin, après, je peux pas leur en vouloir parce que, tu sais, s'ils sont vraiment pas bien, je vais pas leur dire, restez dans votre... Si ça vous rend tellement malheureux. Mais une idéale, c'est d'avoir des bons revenus, avoir 2-3 ans d'historique sur vos relevés d'impôts. En réalité, le CDI, pour moi, c'est pas quelque chose d'indispensable. Franchement, on en accompagne plein qui sont en CDI. Le plus important, c'est la cohérence dans la carrière, le fait que ça fait 2-3 années que ça se passe bien. Voilà, c'est l'idéal. Ok. Voilà. Et le top du top, c'est de pas avoir fait trop de bêtises en amont en immobilier. Parce que si tu traînes 50 boulets au pied, forcément, c'est plus compliqué. Okay. Ça, c'est un petit truc qui m'énerve. Je peux faire un petit disclaimer. C'est « Oui, Dorine, alors je te contacterai quand je serai bloquée. » Je fais « merci. » Cette pote, tu vois. Ça y a pas bloqué. C'est parce qu'en fait, ils ont fait 3 Pinel. Enfin, voilà. Ma banque, elle veut plus prêter pour continuer à faire du locatif. Du coup, je te contacte. Bah ouais, merci. Mais bon, du coup, ton dossier, pourquoi pas commencer tout de suite bien, tu vois. Enfin, petit message. Essayez d'être rentable. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui se mettent des barrières et qui m'en parlent aussi et qui me disent moi je veux pas de galère, tu vois. Et plus pas de galère pour eux, ça veut dire je vais faire un truc pas rentable. Mais c'est ça. Je dis non en fait, va essayer de viser des trucs à 10, 11, 12% de renta. Pire des cas, tu auras des galères, et en plus tu risques d'en avoir. Bah oui, et tu seras à 7, 8. C'est ça. Tu sais, le mot excuse, c'est patrimonial. Ouais.
Oui, non, mais moi, c'est un investissement patrimonial. Tu comprends bien. Non, mais patrimonial, pour moi, ça pue. Merci. Merci, c'est comme... ouais. C'est patrimonial. Tu sais, tu te trouves une excuse, quoi. Tu vois, je sais pas. Complètement d'accord. Et patrimonial, ça veut rien dire. Je veux dire, tous nos immeubles à nous, ils sont dans le centre-ville de Metz. Eh ben, ils sont patrimoniaux et rentables. Enfin, ça veut dire quoi, patrimonial? C'est que c'est de la bâtisse et belle. Enfin, ça veut rien dire. C'est juste un joli mot que les conseillers en gestion de patrimoine mettent parfois. Oh oui, vous avez un bel investissement patrimonial. Mais ça veut juste dire c'est pas rentable, quoi. Et tu te trouves une excuse. Parce que la vérité, c'est qu'avec de l'immobilier, tu peux te construire un revenu complémentaire et te construire un patrimoine. Ouais. Donc patrimonial, ça veut dire que tu te construis juste un patrimoine, Ouais. mais tu te fais pas de revenu complémentaire, quoi. C'est ça. Ouais. Voilà. Et pour moi, l'autofinancement, c'est la base de la base de la base de la base. Ouais. Pour moi, c'est interdit de faire un investissement immobilier où tu dois mettre tous les mois de la poche. Et je précise, sans avoir triché. Parce que c'est facile d'être autofinancé en ayant mis 30% d'apport. Ouais. Tu vois, là... En ayant fait ses travaux soi-même. Voilà. Oui, tu vois, j'ai fait un bon investissement. Ah ouais, mais bon, là, du coup, t'as quand même un peu triché. T'as fait 1 an de travaux où t'as rien fait d'autre. Ouais. Ok, donc là, on est à la catégorie, donc j'ai 30 000 euros d'apport, j'ai... Seul d'apport, de côté. De côté, pardon. Et je fais même moi, tu vois. Et j'ai des bons revenus. Pour une autre catégorie, on a dit que la base, c'était d'être un mort de faim et d'avoir très envie. Ouais. Si t'as ça, mais que t'as pas justement cet argent, ce truc, c'est quoi le plan, c'est quoi les opportunités pour toi? Bah, moi, j'aime bien essayer aussi de m'adapter à l'appétence de la personne. Parce que, en fait, il faut réussir à trouver le niveau de risque. Je sais pas, en fait, j'aime pas le mot risque. Parce qu'en vrai, je trouve que l'immobilier, ça reste quand même pas hyper risqué. Hein. Je te demande pas de faire tout ça en parachute, quoi. Tu vois, ça. Elle fera un petit. Je voulais qu'on fasse un petit challenge un peu. Est-ce que, l'immobilier, s'il est bien fait, ça peut battre tous les autres investissements en termes de rapport risque-rendement, tu vois? Ouais. Ce sera un petit truc après. Ça marche, ça marche. Mais en gros, tu vois, par exemple, moi j'ai quelqu'un qui m'a contacté, pas des revenus énormes, tu vois, infirmière, son conjoint il est pompier, c'est des revenus corrects. Et en fait, moi j'aime bien quand on discute avec la personne, essayer de voir, ça va plus. Au boulot, ça ne va plus, la personne elle en a vraiment marre. Moi j'aime bien essayer de découvrir la personne, c'est quoi ses appétences, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'elle a déjà fait comme investissement. Et par exemple, avec elle, j'avais remarqué, en fait, elle avait une vraie appétence et une envie de devenir hôte et de faire de la location courte durée. C'est quelque chose qui lui parle. Ouais. Parce qu'elle a ça, pas dans le sang, tu vois, mais elle a envie de faire du Airbnb, enfin des choses comme ça, parce que ça lui plaît, tu vois. Et du coup, j'ai dit, écoute, si c'est ça qui te plaît, c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, c'est ça que je trouve que les gens, des fois, ils oublient. C'est qu'ils vont faire un truc en mode, ah oui, mais du coup, faut faire ci parce que c'est ça qu'il a dit sur les réseaux sociaux. En fait, aussi réfléchissez à ce qui vous parle, en fait. S'il y a quelque chose qui vous parle, faut aller vers ça. Et du coup, en l'occurrence, moi, je l'ai complètement encouragé à aller vers de la location de durée. Chose que toi, tu fais pas personnellement. Ouais. Non, nous, on n'en faut pas. Ça correspond pas à ce que t'es, toi. C'est pas mes projets, c'est pas ma prio et j'en ai pas besoin. Ouais. J'en ai pas besoin. Non, tu vois, j'en ai pas besoin. Et moi, pour le coup, j'ai pas de formation IMO, pour ça que je souligne des personnes comme toi. Mais j'ai une formation sur le podcast, le vif de ce podcast, et j'ai exactement la même chose avec des gens qui ont une thématique qu'ils ont choisie, un angle qui prennent et qui est pas du tout eux. Ouais. Aussi, tu vois, et genre, je sais pas, ça sonne hyper, genre, grand titre majuscule souligné en rouge, ils te font des trucs hyper pédagogiques, etc. Alors qu'après, quand tu leur parles, c'est des gros déconneurs. Et t'es là, en fait, mais ça ne marche pas. Combien d'épisodes tu vas pouvoir tenir sur un truc comme ça? Ça ne marchera pas, quoi. Et souvent, le vrai travail, et sur l'accompagnement, hein, le début, c'est essayer que la personne elle comprenne qui elle est vraiment et comment elle injecte de ça à fond dans son média, tu vois. Ouais. Et je pense que dans l'immobilier, c'est pareil. Les meilleurs invests que tu peux faire, c'est ceux qui te ressemblent, ceux où tu es allé chercher, j'en parle tout le temps, ton petit avantage comparatif, ton truc. Ouais. Et pas parce que c'est la dernière trend de vidéo YouTube que tu as vue et tu t'es dit, ah oui, il faut absolument que j'achète des places de parking. Allez, si toi, tu n'as jamais loué de place de parking, que tu n'as jamais eu d'intérêt à le faire, voilà, enfin, c'est pas pour toi, tu vois. Moi, j'achèterai jamais de place de parking, ça m'emmerde. Littéralement, c'est des petits projets, machin. Par contre,
quelqu'un qui veut démarrer, tester, faire des trucs, qui a très peu d'argent et qui a envie de se mettre un pied dedans et tout, bah la petite place de parking même à 10 000 euros, ça peut être ton premier invest, tu vois. Ouais. Et tu rentreras 100 euros par mois. Moi, j'en ai eu deux, du coup, avec des apparts que j'ai achetés, tu vois. Et c'est vrai que bah, c'est des places dans l'immeuble, j'en vois régulièrement qui sont en vente à 10 000 euros. Et moi, je loue 100 euros par mois depuis 6 ans, j'ai jamais eu de problème, tu vois. Je me dis, petit invest à bien rentable, je pourrais, dès que ça tombe, en prendre, tu vois. Non, c'est d'énergie pour pas grand-chose. Mais voilà, tout ça pour allier un projet avec une personne. Complètement. Et ça, du coup, ça permet à des personnes, je pense, qui n'ont pas forcément le profil idéal de base, à faire des projets parce qu'ils arrivent à la banque avec un truc qui est très aligné, avec un truc qui est plus rentable parce qu'ils ont mis un peu d'énergie personnelle là-dedans. Et je dis pas qu'avec au chômage, avec 0 € de côté, tu arrives à le faire, mais avec une belle histoire, un truc bien aligné, un peu d'argent, un peu de revenus réguliers, tu peux faire des beaux projets. Bon. T'es aligné avec moi? Complètement. Super. On démarre une petite phase que je faisais avant et que j'ai arrêté, qui est, je voudrais qu'on se prenne 1 minute pour que tu me répondes rapidement à des questions. Vas-y. Et voilà, sans argumentation, s'il y a besoin d'argumenter, on le fait après. Ça te va? Ok. Allez, on démarre la petite minute. C'est parti. Est-ce qu'on peut arrêter de travailler en achetant un seul bien immobilier? Oui. Est-ce que tout le monde devrait investir dans l'immobilier? Oui. Faut-il acheter ou louer sa résidence principale? Bah, la louer. La louer, ouais. Est-ce que la France, c'est un paradis fiscal pour ceux qui connaissent le mieux les règles? Non. Est-ce que les choix de nos politiques, ça impacte beaucoup les investisseurs immobiliers? Oui, énormément. Pour se lancer en immobilier, est-ce qu'on se forme gratuitement sur Internet ou est-ce qu'il vaut mieux payer une formation? Ça dépend laquelle formation. Allez, Joker. Joker. Acheter un immeuble, c'est l'investissement immobilier ou c'est de l'entrepreneuriat? Ça dépend de l'immeuble. En 2026, les taux, ils seront plus hauts ou plus bas qu'en 2025? Faut être plus haut, Et les prix de l'immobilier? plus bas. Faire ses travaux soi-même ou tout déléguer à une entreprise? Tout délégué. Et utiliser l'IA pour investir dans l'immobilier, est-ce qu'il faut s'y mettre ou est-ce que c'est inutile? Inutile. Très bien. 1 minute. Tu vas prendre les full haters. N'empêche que tu sais que moi j'ai un membre du club là qui a fabriqué à partir de l'historique de 1 an de devis de tous nos membres, il a fabriqué un GPT estimateur de travaux. Ok, et ça marche bien? Bah a priori ça marche pas trop mal. Alors il y en a qui disent oui mais t'as sous-estimé machin, donc ils sont encore en débat là dans le club pour savoir ce que ça vaut, mais en fait c'est vrai qu'il y a quand même des choses à faire. Mais, Il y a vraiment des trucs à faire. Et... mais je me méfie, moi, toujours des gens qui partent à chaque fois en mode oui, j'ai trouvé un super outil, je suis un super outil. Non, mais en fait, t'es juste en train de te disperser, les gars. Là, à un moment donné, tu prends juste une feuille ou un petit Excel, tu regardes et tu fais des visites, quoi. Et des fois, tu sais, c'est l'excuse de la technologie pour partir dans des délires au lieu de retourner sur le terrain. Et je pense que l'immobilier, ça reste quand même quelque chose de terrain. Ouais. Voilà. Bah écoute, ouais, moi je suis bluffé par ce que j'ai pu tester, etc., sans aller chercher très loin. Je me suis mis à prompter sur ChatGPT, mais du prompt oral très détaillé, tu vois. Vraiment, j'hésite pas à faire des trucs où je lui parle pendant 5 minutes, tu vois. Et sur les travaux, c'est un bon exemple. Et je suis d'accord, faut pas se cacher derrière l'IA, derrière ChatGPT. Faut pas se cacher derrière le Bon Coin, d'ailleurs, à scroller pendant 1 an et à pas aller visiter. La base, je suis d'accord avec toi, c'est après à être un peu formé, en gratuit ou en payant, on en parlera peut-être, il faut aller faire des visites. Sinon, il y a rien qui sort, quoi. Mais sur quelqu'un qui n'y connaît rien en travaux, aller se balader dans la maison avec un prompt, et je vous parle pas d'être ingénieur pour faire un prompt comme ça, hein. Du coup, je rentre dans la cuisine, elle fait à peu près 12 mètres carrés, il y a un bar au milieu, il y a un mur que j'ai tapé, je crois qu'il est pas porteur, ça sonne creux, je voudrais le faire tomber. Là, l'ouverture, c'est une fenêtre, je voudrais en faire une porte. Ensuite, quand je prends à gauche, là, ça c'est une chambre, je voudrais en faire une salle de bain. Voilà, je le monte, machin. L'appartement, il fait 100 mètres carrés. Et tu expliques tout comme ça pendant 5 minutes. Et après, tu lui demandes d'estimer en donnant de l'état aussi, les trucs et tout. Et je suis assez bluffé à quel point il est plus précis que quelqu'un qui ne connaît rien en immobilier, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment fort. Franchement, ça marche quand même. Ouais, non mais c'est très bien. Mais je suis d'accord.
Il y a une problématique par rapport à ça, parce que ça, c'est intéressant, je pense que ça intéresse tout le monde, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas faire une offre tant qu'ils sont pas sûrs de l'estimation de travaux. Et alors, ça dépend, parce qu'il y a du contexte, de la vente, etc. Et, évidemment, ce que je dis, il peut y avoir des exceptions, mais grosso modo, en général, nous, on aime bien que l'estimation soit approximative avant l'offre. On fait l'offre et en fait, on essaye de refaire des contre-visites entre l'acceptation de l'offre et la signature du compromis pour vérifier qu'on n'a rien oublié et qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, quoi. Donc, des fois, les gens, ils veulent faire trop de détails et du coup, ils font contre-visite avant de faire les offres. Alors déjà, tu as passé des heures et des heures à faire des visites. Et après ça, en fait, tu fais ton offre, en fait, elle n'est même pas acceptée. Donc, du coup, tu as perdu un temps de dingue et avec les maîtres d'œuvre et tout. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est important de savoir faire des estimations rapides, approximatives en s'aidant d'outils. Comme ça, au moins, tu avances, tu dégrossis, ça t'évite de... Enfin, tu vois, les pauvres maîtres d'œuvre, ils peuvent pas passer leur vie à aller faire des devis gratos. À un moment donné, c'est de plus en plus dur de les avoir. Bah ouais, parce que ça les saoule, hein, les pauvres. Donc, c'est normal. Et en fait, pour moi, on fait venir les maîtres d'œuvre après la négo pour peaufiner les devis et vérifier qu'il n'y a pas de catastrophe qu'on n'a pas vue, quoi. Et en plus, il y a tellement de manières de... Enfin, les ventes, ça saute souvent, quoi. Surtout au moment de la négociation, pour des trucs tout cons, hein. Tu vois, là, c'est marrant, mais je suis sur un projet d'achat pour faire un achat-revente. Tu vois, je me le forme au marchand de biens. Trop bien. Et sur une demande, je fais une offre et tout. L'offre, elle passe pas. Ils me font une contre-offre. Ça passe pas non plus et tout. Et j'arrive à m'arranger avec l'agent immobilier pour baisser la commission et arriver vraiment à 1000 balles de leur offre, tu vois. Donc on est bon, quoi. Genre, on est bon, on va y aller et tout. Et les vendeuses, qui sont deux sœurs, en fait, qui portent dans leur cœur cette maison, et c'est hyper important, tout le jardin avec les arbres et les fleurs dedans, machin. Est-ce que vous allez faire des fleurs, machin, tu vois. Vraiment ce truc émotionnel. Ouais. Moi, j'avais le sentiment d'avoir trouvé la solution parce que j'avais baissé le prix et on était bon. Et en plus, l'agent immo, je lui ai filé un autre truc à vendre. Donc, il était OK aussi, il n'y avait pas de souci. Et le fait que j'achète trop peu cher cette maison, ça leur a pas plu. Tu vois, en fait, elles auraient préféré. En fait, ma négo, elle aurait été meilleure si j'avais laissé l'agent immo et sa commission dedans. Parce que juste le fait que je paye pas cher cette maison, à la vente, a priori, ne se fait pas, quoi. Pour un sujet merdique comme ça. Et ça c'est un truc aussi que moi je recommande beaucoup, hein. C'est qu'on sous-estime. En fait, on pense qu'il n'y a que le prix qui compte dans une négo. Mais en vrai, tu as des atouts énormes. Si tu captes les centres d'intérêt du vendeur et les choses qui sont importantes pour elle, et ben en fait, tu peux trouver des solutions. Tu vois, ça fait des gens qui n'ont pas cœur de débarrasser les meubles et tu dis, bah non, mais t'inquiète, moi je m'en occupe. Il y a plein de solutions, en fait, qui peuvent faire... j'ai pas de bel exemple en tête. Il y a des gens qui peuvent vouloir vendre plus rapidement ou moins rapidement. Il y a des gens qui peuvent... en effet, les meubles, je trouve que c'est un bon truc. Ouais, les meubles, c'est important. Il y a des gens pour qui c'est très, très important. Savoir ce qui va être fait de la maison. Exactement. L'histoire aussi, ton histoire à toi. Ouais. Toi qui s'identifie, oui, mais j'ai envie de voir que c'est une famille, machin. Tu vois, et typiquement, le deuxième immeuble qu'on avait acheté, c'était des gens, ils refusaient que ce soit des financiers qui l'achètent. Toi, ils voulaient pas que ce soit des luxembourgeois. Quand on est fan de la frontière, ah non, pas des luxembourgeois qui rachètent. Hein. Et ils voulaient pas non plus des financiers, des banquiers, machin. Ils voulaient des gens, entre guillemets, normaux. Et nous, on est arrivés, on avait un petit enfant en sac de portage. Et puis, alors, au début, on était étiquetés parisiens. Alors, oh, attends, des parisiens. Oui, mais moi, je suis de Metz. Ah, j'ai fait mon étude, j'ai l'école à côté. Ah oui, bon, alors, tu vois, et du coup, le lien s'est créé. Et d'un seul coup, ils avaient envie de vendre à nous. Et tu vois, le prix devenait annexe. Ah, si c'est vrai que maintenant, tu avais des dizaines de lots. Voilà. Mais non, mais ils nous aimeraient quand même bien. Je suis sûre. Parce que le petit dans les bras. Voilà. Emprunter les petits... c'est un argument de négociation énorme. Hein. Ouais. Ah ouais. Nous, on y pense. Mais limite, des fois, on est peut-être un peu machiavélique, hein, mais des fois, on prend exprès le élément panthère. C'est un argument de vente de ouf. C'est vrai. Ouais. Comment tu utilises ton enfant pour baisser le prix? Mais non, mais c'est vrai. Tu sais, si tu sais que t'as une dame et tout, t'as un bébé, ça passe. Ouais, mais c'est vrai que tu fais plus confiance aux parents. Ouais, j'ai un pote dont je te parlais tout à l'heure, il va avoir un troisième enfant. Et il est commercial et c'est un des meilleurs commerciaux que je connais. Et je sais que sa posture de papa, elle lui sert au quotidien. Grave.
C'est un marketing, hein. Parce en fait, il a eu des enfants jeunes. Ouais. Du coup, ça te donne une maturité directe. Et bon, les gens te demandent pas ton âge. Mais quand tu montres que t'as un enfant, Oui. ça marche pas. Mais c'est à cause des films. Moi, je pense que, tu sais, je pense aux films, aux séries et tout. Toi, tu vois les requins sans enfants, beaux gosses, Ouais. bien habillés. Du coup, t'arrives avec tu vois, tu dis, oh là là, mais c'est un requin celui-là, tu vois. Alors que si tu viens en mode père de famille, machin et tout, tu vois, c'est toujours le mec sympa, tu vois, le mari Gwyneth Scavo dans Desperate Housewives, tu vois, tu vois, la bonne Ouais. poire, tu vois, qui va pas être méchante. Non, mais c'est du marketing, c'est terrible, hein, mais en vrai, c'est vraiment vrai. Ouais. Une fois, je me fais recal en boîte. Ouais. Je te raconte une histoire de moi il y a 10 ans, tu vois. Ouais. J'arrive dans la queue, je marche tranquillement et tout. Les boîtes parisiennes, parfois, c'est un peu... t'as pas trop de raison, tu vois. Ouais. Peut-être que je t'ai pas assez fringué, j'en sais rien. J'arrive devant, le mec, il me dit, non, vous rentrez pas, tu vois. Et, Mais t'es tout seul? ah non, alors attends, en fait, il me demande ma carte d'identité. À ce moment-là, j'ai 21, 22 ans, je me dis, j'ai plus besoin de ma carte et j'avais pas ma carte sur moi, tu vois. Je suis pas tout seul, je suis avec des amis et c'est moi qui suis devant. Enfin, je pense que j'étais un peu moins bourré que les autres. Et j'ouvre mon portefeuille en mode je cherche ma carte d'identité. Mais en sachant très bien que je ne l'ai pas, tu vois. On s'était décidé à y aller, mais c'était pas prévu initialement. Et là, j'ouvre mon portefeuille et tout, et je lui dis non, je l'ai pas. Il me dit ah bah tu rentres pas alors. Je fais mine de continuer à chercher. Et là, ma tante m'avait donné une photo de son enfant, qui est mon petit filleul, donc le petit Nathan qu'on salue. Et j'ai une photo de Nathan dans mon portefeuille, tu vois. Et là, le mec me regarde et il me dit c'est ton fils? Et je lui dis oui. Et il me dit allez, vas-y, rentre. Il s'est dit alors lui, il a un fils qui a 2 ans. Il a envie de sortir, je vais le mettre bien aussi. Je vais être papa aussi, je pense, tu vois. C'est genre. Et ça a marché. Vraiment, quand j'ai dit Louis, j'étais là, ok. Et oui, c'est mon fils. Tu savais qu'il fallait répondre oui à ce moment-là. C'est clair. Ne pas les enfants, utilisez vos enfants, un peu là-dessus. Ouais. Bah après, je sens qu'il y en a qui vont hurler, mais bon, c'est pas que ça, quoi. C'est comme ça. On a, sur la résidence principale, t'as dit louer, Ouais. sans trop d'hésitation. Ouais, en fait, le problème de la résidence principale, pour moi, c'est un truc d'ego. La résidence principale, c'est vraiment quelque chose où il y a un ego fort et émotionnel qui est énorme chez les gens. Et souvent, ils ont envie de se mettre bien, de se dire je vais rester 20 ans. Donc en fait, ils projettent la résidence principale comme l'image d'eux-mêmes. Ouais. Donc quand ils gagnent bien leur vie, en fait, ils ont envie de faire bien quand ils vont inviter tout le monde et tout. Donc en fait, on a tendance naturellement à acheter des trucs trop chers qui sont disproportionnés par rapport à notre capacité réelle financière raisonnable. C'est pour ça que moi, j'aime pas... Voilà, je me méfie des résidences principales parce que le nombre de gens que je connais qui ont acheté des résidences principales qui sont chères, quand je dis cher, c'est pas par rapport au prix du marché, c'est cher par rapport à leur budget global et leur capacité d'endettement. Et du coup, en fait, ils se retrouvent au goût du rouleau. Donc, en fait, tu te retrouves avec une résidence principale parfois à 700 000 euros et tu fais un locatif à 200, 300 000. Tu vois, c'est dommage. Je peux faire rire qu'on fasse dans l'autre sens. Parce que en termes d'intelligence financière et d'enrichissement, c'est pas malin. Voilà, mais c'est juste pour ça que j'ai dit non. Par contre, en l'occurrence, moi, j'ai acheté une résidence principale avec Cyril, mais je trouve que il faut réussir à se détacher de l'ego au moment de l'achat de la résidence principale et c'est très difficile. Hein. Moi, j'avoue, on est un peu craqué sur les travaux. Ouais. Notre ego a été un petit peu trop... Là, c'est récent. Ouais, nous, on l'a acheté en 2023. Donc, ouais, c'est assez récent. On pensait d'ailleurs qu'on pourrait plus jamais emprunter parce qu'on était endetté. J'ai fait le calcul. On est endetté à 60% de tout endettement. D'accord. C'est pas mal quand même. Je m'en remets pas compte. Je sais même pas dire. Un peu nouveau. Et voilà, on s'est fait un peu plaisir. Je t'avoue que la résidence principale, même nous, on se dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée, pas une bonne idée. Bon, et moi je vois ça un peu comme un luxe qu'on s'est permis de faire, mais qui est pas intelligent financièrement. Le jour où tu la quittes, elle te coûte de l'argent? J'espère pas, parce qu'on l'a pas encore vendue. J'espère pas. Et tu la vendrais et tu la mettrais pas en loc? Ouais, parce que c'est pas rentable. Okay. C'est pas rentable. En fait, tu vois, les gens ils réfléchissent. Faudrait voir. Je sais pas encore acté, tu vois, si le jour où on part, qu'est-ce qu'on fait. Mais... Ok. Mais voilà. Ok. Il y a des possibilités, en effet, d'acheter sa résidence principale, de le faire dans les. En fait, faut réussir, en effet, à se détacher de l'ego et à le faire comme un investissement. Exactement. Comme un investissement locatif futur, peut-être. Moi qui bouge beaucoup, tu vois, je sais que je regarde de temps en temps et je l'ai toujours pas fait. Donc,
louer vos résidences principales. Moi, je trouve ça très bien. Moi, ça me permet, honnêtement, la raison pour laquelle je le fais, c'est que ça me permet de vivre dans un endroit que je ne pourrais pas me permettre d'acheter. Et oui. Parce que là, je vis dans un endroit qui vaut quasiment 2 millions d'euros. Si je l'avais acheté, ça me coûterait au moins 10 000 euros par mois. Ouais, c'est une bonne référence par rapport aux résidences principales pour les exceptions où c'est intéressant de les acheter. C'est que si en location, tu l'aurais pour plus cher que si tu l'achètes, dans ce cas-là, c'est peut-être intéressant que tu l'achètes. Ouais, bonne zone. Ouais. Bonne Bon. zone. Moi, je voulais être proche de Paris, machin et tout, donc c'est quasi impossible. Ouais. Mais sinon, je suis d'accord. Regarde quand même le prix de ton loyer et le prix de ton crédit si tu achètes le truc. Voilà, et tu compares. Ouais. Et pareil, combien tu louerais. L'autre strat, qui est un peu le marchand de biens cachés, tu vois, qui est si tu achètes un truc parce que tu sais que tu fais l'affaire du siècle et tu achètes moins cher que le prix et tout, même si tu es prêt à partir dans 2 ou 3 ans, là, ça peut peut-être être intéressant parce que j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai reçues ici d'ailleurs qui se sont lancées dans l'immobilier par hasard parce qu'ils ont dû revendre une résidence principale et qu'en fait, ils ont fait 100 000 euros de plus-value, en plus hors impôt. Et qui se sont dit, ah mais c'est pas mal en fait, l'immobilier. Bah ouais. Ouais. Je suis d'accord. T'as déjà revendu des trucs là? On n'a que revendu la maison des parents de Cyril. Ok. Mais c'est tout. En revente, on a eu cette expérience-là, mais ça a été une expérience très enrichissante. Et non. Par contre, je pense en effet que la résidence principale, en réalité, nous, on l'avait achetée parce que c'était du bouche à oreille, c'est du off-market. On savait que on achetait en dessous du prix du marché. On s'est dit, attends, c'est comme si tu dis non à 100 000 euros. En fait, tu peux pas dire non à 100 000 euros. Tu peux acheter 100 000 euros moins cher. Donc, du coup, on a dit oui. Et du coup, on l'a acheté. On a fait beaucoup de travaux devant. C'est quand même un gros truc. On s'est sûr qu'on s'y retrouvera à la revente. Mais en fait, le problème, c'est quand même du défocus. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même du défocus. Et ça dépend des profils. Tu vois, il y a des profils où il faut vraiment lever de la grosse dette en locatif et faire, entre guillemets, une plus-value de 100 000 euros au bout de 1 an ou 2 ans. Bah, c'est bien, mais ça se trouve, tu aurais pu faire beaucoup mieux en faisant un bel immeuble. Enfin, donc ça dépend du profil, quoi. Combien de têtes maintenant? 30 têtes. De locataires. Ouais, combien de 100 locataires. Ouais. Et c'est quoi l'objectif? Où est-ce que tu vas d'un point de vue IMO Alors, en fait, on a eu un ras-le-bol en 2021. C'est-à-dire qu'un ras-le-bol. On a acheté le 3e immeuble. Le 3e immeuble, c'était donc une énorme maison à découper en 15 appartements. Donc, c'était un projet qui était d'une taille quand même costaud. Il y avait 600 000 euros de travaux dedans. Je sais pas si vous vous rendez pas compte de l'ampleur de truc. C'était un gros truc. Et Cyril, il y passait ses journées. Donc, en fait, on était censé être entier, mais en fait, Cyril passait sa vie et on se voyait à peine. Et à la fin de l'immeuble, Cyril, il me dit, oui, Dorine, du coup, on fait quoi maintenant? Enfin, moi, je lui dis, je veux monter un business, je veux faire quelque chose. Et lui, il me dit, ah, bah, on fait un refaire un immeuble. Je dis, bah, ouais, super. Te passer ta vie à faire des immeubles comme ça et à suivre des chantiers pendant 10 000 ans. Donc, en fait, moi, j'ai eu un moment, attends, mais on va refaire la même chose, on va faire la même chose. Enfin, du coup, oui, ok, bah, très bien. En fait, il y a la théorie, c'est que le chemin tracé, c'est faire un immeuble par an pendant 10 ans, bah, t'as 10 millions. Mais c'est le chemin tracé et du coup, tu casses pas la trajectoire. Moi, ce que je veux, c'est casser la trajectoire, tu vois. C'est par la tu vois. Là, je voyais la trajectoire linéaire, quoi. Mais, ok, mais moi, je veux pas une trajectoire linéaire, en fait. Donc, il va falloir qu'on trouve autre chose. C'est là qu'on avait lancé le business. Et l'immobilier, ça reste quand même quelque chose qui est enfin, moi, je kiffe, tu vois. Moi, je kiffe. On est là, je peux pas m'empêcher de regarder les immeubles. Ah, regarde, ça c'est à Londres, ça c'est machin. Comment il a fait, comment il a rénové. Partout où on va, c'est plus fort que moi. Et en fait, on s'est dit, mais il faut qu'on arrive à concilier la vie de famille avec 4 enfants, le fait d'être entrepreneur, et avec un business qui nous passionne et dans lequel on a envie de mettre énormément de temps, plus le fait qu'on doit continuer à investir. Et je veux pas investir pour un patrimoine linéaire. Je veux investir pour un patrimoine exponentiel. Donc, en l'occurrence, là, on a décidé qu'il fallait qu'on change de méthode. Donc, on va continuer à investir en immobilier maintenant. Donc là, on est quasiment en signature de compromis de notre 4e immeuble. Ouais. Et on va... alors, 12 têtes. Parce que pour le coup, il y aura pas de coloc, je pense. Il y aura au moins 12 têtes. On sait pas si c'est 11. Il y aura, je pense, 12 apparts ou 11 apparts. C'est encore en discussion là avec l'architecte. En fonction si on crime pas les fenêtres dans un mur. Enfin, en fonction du devis. Sacré bouclard. Ouais, là, ouais. Mais en fait, c'est un... Comment dire? C'est des énormes plateaux. C'est un énorme immeuble avec 4 étages vides. Ok. Vide. Les vides de chez vide, il y a de quoi faire. Vous faites... Et donc, on faut tout même tout créer. 3 à 4 apparts par étage. Ouais, 3 apparts par étage, ouais. Et il y a 4 étages. Plus un local commercial en bas.
Pour l'instant, bon, on n'a pas encore penché vraiment sur l'exploitation de local commercial. C'est vrai que dans le centre-ville, aujourd'hui, dans les centres-villes de France, malheureusement, c'est assez morose quand même. Ouais. Et c'est une... Bon, la surface, ça va, il n'est pas trop grand. Le plus galère, c'est quand il y a des grandes surfaces. Parce que des grandes surfaces, elles en centre-ville, c'est compliqué. Mais c'est une moyenne surface, donc on va voir qu'est-ce qu'on va mettre en place. Voilà. Et donc, l'approche, elle a changé. C'est un studio de podcast. Ça, je t'avoue que ça me trotte, tu vois, je l'ai en tête, mais je suis pas encore chaude, quoi, tu vois. C'est ça, je me dis, tu peux faire un truc classique qui va courir tout seul. Et l'approche, en fait, c'est que là, on a réfléchi, en fait. Moi, ce que je veux, quelle est notre zone de génie? Notre zone de génie, c'est trouver les affaires rentables, les négocier, c'est lever de l'argent à la banque, trouver des gens pour apporter du cash. Tout ça, on sait faire. Ouais. Par contre, la maîtrise d'œuvre, Cyril est excellent. Suivre un chantier, il est excellent. Mais en termes de temps passé, c'est juste pas viable. Et on sait, avec notre réflexion, mais ça, c'est vraiment, je veux pas que ce soit les débutants qui commencent comme ça, parce que je pense pas que c'est un truc de débutant de faire comme ça. C'est que là, on s'est dit, il faut qu'on ait un maître d'œuvre, mais je veux pas juste un maître d'œuvre qu'on paye et qui nous appelle tout le temps. Ah, mais il y a alors des passants de travaux. Ah, et puis nanana. Et puis en fait, du coup, oui, mais un autre chantier plus pressant. Et puis en fait, on se rend toujours en galère. Ma phobie, les maîtres d'œuvre. Ouais. Et en l'occurrence, j'ai interviewé sur mon podcast un investisseur que je trouve incroyable, un Canadien, Denis Detko. Et L'épisode est sorti? ouais, l'épisode est déjà sorti. On mettra le lien aussi pour les découvrir. Il m'a retourné le cerveau. Je l'ai pas écouté encore. Et en fait, il m'a expliqué son modèle. Et en l'occurrence, lui, il avait fait un modèle 25, 25, 25, 25. Et en fait, ça m'a fait un choc. Parce que le mec, je me suis dit, attends, mais il a que 25% des immeubles qu'il achète, c'est nul. Mais il a 100 millions. Donc en fait, il a 25 millions. Donc c'est pas dégueu en fait, tu vois. Et moi, donc, petit mindset, entre guillemets, d'investisseuse, mais j'appelle ça tranquille. Alors les gens, ils vont se dire, là, mais c'est une grosse investisseuse. Moi, dans ma tête, je suis normale. Forcément, on est tous, voilà, ouais, je suis normale. Et je me dis, mais si je veux passer dans la cour des grands, faut que j'arrive à raisonner comme lui. Et je me suis dit, en fait, lui, il fait 25% pour le maître d'œuvre. Bon, ça, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Et donc, en fait, c'est vraiment une association à égalité entre 4 bonhommes. Il y en a un qui est en charge de gérer les chantiers, un qui est en charge de lever les fonds pour trouver les apports in silo. Ouais. Il y en a un qui est en charge pour toute la gestion et administratif, à 25%. Et lui, il est en charge pour négociation, recherche de bonne affaire et financement bancaire. Ok. Donc, moi, ça m'a retourné le cerveau. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est que, honnêtement, nous, la gestion administrative, ça en fait, il n'y a pas de problème. On délègue en partie, j'ai pas besoin de quelqu'un à donner 25%. Ouais. Stratégie, trouver les bonnes affaires, ça pareil. L'apport, moi, j'ai pas envie de mettre trop d'apport, donc en l'occurrence, on a trouvé la personne là pour 25% qui va mettre l'apport. Okay. Et pour 25%, on est en train de discuter pour le maître d'œuvre, pour qu'il intègre cette association. Donc on sera à 50 pour nous, Cyril et moi. 25. Enfin, Cyril et moi, finalement, on a une somme à deux là. 25 pour l'apporteur de cash et 25 pour le maître d'œuvre. Parce que comme ça, en fait, ton maître d'œuvre, évidemment, il va refacturer, il va pas faire les... Oui, il bossera gratos. Ouais, il va pas bosser gratos, mais il n'a pas la même dynamique. Tu vois, on peut vraiment lui déléguer les yeux fermés parce qu'il a compris. Et en réalité, on ne fait pas ça avec n'importe quel maître d'œuvre. C'est le maître d'œuvre qui a suivi nos 3 gros chantiers d'immeubles qu'on connaît très bien. Voilà. Bon, il n'a pas encore accepté au moment de la... C'est en discussion, tu vois, c'est des négociations qui sont en cours pour mettre en place ce schéma. Et c'est grâce au fait d'interviewer des gens beaucoup plus avancés que je me suis dit, bah là, on va partir là-dessus. Et moi, mon ambition, là, c'est de lever 3 millions en un an. Ouais. Donc, voilà. On a déjà un bon gros million pour le premier immeuble qui a été négocié. Je vais en trouver 2 supplémentaires. Et mon autre vision aussi que j'essaie de travailler, c'est éventuellement de me satisfaire de l'autofinancement. Parce que moi, je cherche toujours beaucoup de cash flow. Mais c'est bien quand tu es au début et que tu veux en vivre. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de problème de cash flow. Puis pas besoin de plus de cash flow. Moi, ce que je veux, c'est faire grossir le patrimoine et faire une énorme locomotive qui va se rembourser de façon automatique. Donc, peut-être qu'on va s'orienter vers des immeubles partiellement déjà loués. Tu vois, des projets un peu moins costauds en termes de travaux, parce que, tu vois, 3 millions d'immeubles, même au pauvre maître d'œuvre, s'il veut faire 3 millions par an de genre... d'étaler un peu. Ouais, donc en fait, on va peut-être partir sur des immeubles déjà loués aussi, tu vois, on va varier les portefeuilles. En plus, il y a des belles affaires à faire sur les biens déjà loués. Ouais. C'est un truc assez je trouve que c'est sous-cote. Ouais. Sous-coté, vraiment, acheter du déjà loué. Mais parce que c'est pas pour des débutants, je trouve. Ouais.
Parce que tu peux pas, et c'est compliqué d'avoir des cash flows positifs en déjà loué. Ouais. Et en plus de ça, nous, je sais qu'on veut faire du déjà loué avec un maître d'œuvre associé qui va gérer tous les problèmes de petits travaux, etc. à faire au fur et à mesure. Voilà. J'adore cette stratégie 25 x 4. Ouais. Non. On l'a Oui, ça. Elle est vraiment intelligente. Sans m'en rendre compte, c'est un peu ce que je suis en train de faire sur le marchand. Et sur le marchand de biens, c'est déjà un truc un peu plus répandu. Ouais. Tu vois, d'avoir une personne qui apporte l'argent, l'autre qui gère le machin, tu vois. Et je n'avais pas encore. Moi, j'avais juste compris que j'avais pas le temps, tu vois, d'aller chercher des nouvelles OP en marchand. Et du coup, je me suis associé avec un salarié que j'avais au château avec qui je bossais hyper bien, Théo. D'ailleurs, on fait une série d'épisodes pour documenter ce truc-là. Et en fait, voilà, lui, avec ses 25%, il gère le truc. Nous, on trouve les investisseurs. On apporte notre expertise sur le chantier s'il y a un travaux, etc. On trouve les fonds et la partie administrative, évidemment. Parce que lui, il a 22-23 ans, il n'a jamais créé de boîte, il n'a jamais investi en immobilier. Il a besoin, en plus, même face à une banque, face à un agent IMO, d'un truc un peu plus gros derrière. Et j'adore ce truc. Et ça répond en partie à la question, tu vois, de cet épisode. Est-ce que tu peux... alors, il y a les deux questions en une. Est-ce que tu peux finir le game avec un seul bien et aussi, bah, est-ce que tout le monde peut le faire? Tous les gens morts de faim, ils peuvent trouver un de ces 25%, tu vois. 25% parce que tu es hyper bien entouré, tu as la chance d'être né dans le 16e arrondissement et d'avoir des amis qui ont plein d'argent, par exemple. J'en connais, tu vois. Et bah voilà, toi, tu es capable d'apporter de l'argent parce que tu vas leur proposer un truc chouette. Avoir les 25% de je suis un grand bricoleur ou que je gère les travaux, je sais faire, etc. Ça, c'est un peu d'expérience, mais ça peut être ouvert à pas mal de monde. 25% pour aller trouver une bonne affaire. Franchement, une fois que tu t'es formé à ce sujet de sourcing, d'immobilier, et que tu te pointes dans une ville et que tu fais 50 visites, je pense que tu es plus expert de cet endroit que 99% des gens, quoi. Donc en fait, c'est accessible à tout le monde. Même si tu as 16 ans, tu peux le faire avec un peu d'amorce. Tu peux devenir expert de ta zone. Et le dernier 25%, c'est la partie administrative. Où là, ouais, en effet, il faut peut-être avoir déjà fait des OP et tout pour avoir ta plus-value à donner sur ce truc-là. Ou être un peu le personne qui a mis même si tu as réussi à mettre les gens dans cette boucle des 25, tu mérites peut-être tes 25% sur le projet, quoi. Ouais. Donc c'est trop fort. Je trouve ça fort. Et si vous le faites, si j'ai un conseil peut-être, c'est ne faites pas des trucs trop petits. Parce que si tu te mets à faire du 25% d'une OP à 200 000 euros, vous allez rentrer 300 ou 400 euros de loyer. Ça va être un peu tristoun, quoi. Bah ouais. Après le prêt, il n'y aura plus rien. Vous aurez fait peut-être un peu de boulot. Donc sur des OP comme ça, allez sur du plus gros, quoi. Bah ouais. Chose que vous faites là, quoi. Non, on veut pas C'est un en dessous d'1 million parce que Ouais. on veut pas en dessous d'1 million parce que bah nous ça nous fait rimer 500 000. Du coup je me dis c'est pas énorme. Toi, j'ai ma petite théorie de la proportion. Si tu regardes ton patrimoine brut, sans dette, enfin en ignorant les dettes, parce que tu as déjà construit en patrimoine IMO. Le problème c'est que faut pas faire trop petit, quoi. Tu vois, il y a des gens ils partent vraiment sur des trucs trop petits, ils perdent du temps en fait. Ouais. Honnêtement. Moi, je trouve que c'est déjà un peu petit, tu vois. Je me dis 500 000, ça me saoule, parce qu'on est à plus de 3 millions. On est à 3,5 millions à peu près de patrimoine brut. Donc, je trouve ça pas énorme. Mais bon, je me console en me disant, c'est le premier, on fait le montage et tout. Puis l'objectif, c'est d'en faire au moins 2 de plus pour atteindre les 3 millions en un an. Parce que là, du coup, ça fait 1,5 million avec d'autres pourcentages à nous. Ouais. Donc, c'est pas mal. Ok. On a un. Est-ce que on peut se faire un petit challenge où on se dit là, aujourd'hui, si tu devais repartir à zéro, avec peut-être ces 30 000 euros en poche, ça serait quoi ton plan pour atteindre cette liberté financière le plus rapidement possible? Alors, 30 000 euros, ça me... Ouais, tu vois, moi, honnêtement, Ouais. si j'avais... On peut pas faire un scénario, genre, si j'avais 100 000 euros en poche. Non. Non, c'est méchant. T'as le droit d'avoir une première phase. Il va chercher les 100 000. Ok, d'accord. Bah, honnêtement, si j'avais 30 000 euros en poche et que j'avais vraiment envie de trouver ma liberté financière, ouais, peut-être à ce moment-là, je ferais un achat-revente d'une résidence principale pour me faire du cash en un an. Ouais. Parce que je sais qu'avec 30 000, l'autre option, ça aurait pu être de se dire, je vais faire un truc un peu atypique, mais en fait, ça me saoulerait parce que moi, j'aime bien avoir du gros patrimoine. Donc, en fait, j'aimerais avoir beaucoup de cash pour pouvoir me lancer dans un gros projet. Donc, je pense qu'un petit achat-revente
d'une résidence principale pour me faire voilà, pour me faire un patrimoine à 100 000. Voilà, donc je perds un an, mais je fais un achat-revente. J'ai 100 000 et là je pars direct sur un gros immeuble à 1 million. Donc tu te fais la main sur Ouais. une négociation d'ARP. Ouais, mais je pars du principe que je sais déjà, j'ai les connaissances. Ouais. Tu vois, si j'étais débutant, je sais pas ce que je ferais. Je sais, parce que après c'est pas non, on a ses connaissances, donc toi j'ai du mal à me. C'est intéressant. Tu passes de 30 à 100 à Je porte à 30 à 100 en faisant je sais pas, une rédo une culbute sur une résidence principale que j'achète, que je découpe, je sais pas, mais je fais un truc, je me fais du cash et avec 100 000, après je vais chercher un immeuble à 1 million. Et parce que moi c'est ce que je dis toujours, c'est que pour moi la plus grosse force, c'est de mettre en place la locomotive du remboursement automatique. Et en fait, si tu as 1 million, c'est grosso modo, je dis pas de bêtises, mais c'est grosso modo 4 000 € par mois que tu rembourses de capital. Ok. Donc en fait, quand tu fais une OP à 1 million, en fait, tu construis ta rente, t'es peinard. Donc tu l'as fait. Après, amuse-toi, fais de la typique machin, tu vas avoir un peu de cash flow, mais moi j'aime bien lancer la machine, quoi. Tu vois. Ouais. Hyper intéressant. Tu me donnes les chiffres sur sur un immeuble à 1 million ou sur celui que tu es en train de faire. Est-ce que tu t'arriverais à me mettre un peu une exemple d'OP sur un immeuble un peu costaud, quoi? Alors lequel? Parce que Je sais pas, un immeuble autour d'1 million, je te laisse choisir. celui que là on a négocié là, tu vois. Ouais. Le problème c'est que ça va être la honte parce que je me rappelle pas bien des chiffres. Cyril va m'engueuler. Mais grosso modo, je vais faire à la louche, tu vois, parce qu'il va vraiment s'engueuler de moi. T'es en juste le compromis ce mois-ci, tu vois. On fera une vidéo React. Mais grosso modo, c'est 500 000 € à l'achat. Peut-être 550. Attends, je sais plus exactement. Je sais qu'on achète aux alentours de 1 700 € du mètre. C'est à Metz? Non, c'est pas à Metz. D'accord. C'est une autre ville, pas loin de Metz. D'accord. Mais c'est un très bon prix. On va faire 1 200 € je pense qu'on est 1 500 du mètre. 1 500 plus 1 200 € de travaux au mètre. Ouais. Ça va faire 2 700 au mètre. Et en réalité, c'est un secteur qui va valoir 3 500 du mètre. Ok. Donc en fait, rien qu'à l'instant où on a terminé l'opération, on a déjà 250 000 € de plus-value qui nous attend. Ok. Je le sais, tu vois. C'est l'immeuble, je sais pas, on n'a pas encore les chiffrages de devis. On a estimé j'aimerais bien que ça rentre en dessous de 1 200 000. On s'est dit, il faut que ça reste en dessous d'1 200 000. Si on est à 1 million, 1 100 000, on est bien. Donc là, tu inclus prix d'achat, notaire, La tour, gros travaux. frais financiers. Et encore, on n'a pas négocié la ristourne, parce que si le maître d'œuvre est associé, il nous fera une ristourne dans le prix. Donc, j'espère que ce sera moins cher. Et en termes de cash flow, étant donné que c'est un peu de la triche, parce que pour le coup, ça va être une vraie société. Ouais. Donc, il va y avoir un gros apport dedans. Donc, entre guillemets, forcément, il y a du cash flow vu qu'il y a de l'apport qui va être mis. Mais je pense que ce serait en temps normal une opération flat. Parce qu'elle va faire, ça va être des loyers à 650-700 € par appart, minimum hors charge. x12. x12. Donc ça fait 7 000 €, 7 000 et quelques. Ouais. Donc, tu vois, c'est une opération qui est propre. Ok. Tu as quelqu'un de normal ferait 1 500 € de cash flow avec ça. Entre guillemets, c'est pas énorme de cash flow par rapport à la taille. Moi, je sais qu'il y a 200 000 € de plus-value latente qui sont créés rien qu'en faisant l'opération depuis un an. Et là, tu penses que tu fais moins de cash flow sur tes précédents parce que tu t'es associé ou parce que c'est... Là, j'ai estimé un cash flow comme si on n'était pas d'apport. D'accord. Et c'est parce que je pense aussi que on est moins exigeant en termes de cash flow parce qu'en fait, je m'en fous. Ouais. Tu vois, c'est pas un bien, on cherche du cash flow. Et le fait qu'il va y avoir de l'argent qui va être injecté, voilà. Mais ça reste une belle opération avec largement autofinancé avec du cash flow positif. En plus, il y aura beaucoup d'apports. Donc, comme il y aura pas mal d'apports, on tape sur 20-25% d'apport. Donc, ok. On va être bloc. Tu fais un peu d'autres types d'investissements que l'IMO? On fait un peu cet épisode? Non, pas trop. Pas trop. Non, tu sais, on a de l'IMO au Canada quand même. Oui, ça va. On a envoyé du cash au Canada. J'ai un petit pourcentage de ton château. Oh, mon château. Ça, c'est cool. Ça reste un peu de l'IMO quand même. Ouais, c'est un petit peu de l'IMO, ouais, je suis d'accord. Non, et puis avant, secrètement, on a très envie de se lancer en bourse et tout avec Cyril. Ok. Mais malheureusement, je trouve que l'immobilier est imbattable. Ouais, j'allais te poser la question. Est-ce que l'immobilier bat tous les autres investissements? Selon toi? Pour moi, c'est évident, quoi. C'est évident. Mais c'est sûr que c'est un investissement qui demande une certaine compétence. Parce que je suis d'accord que, tu vois, investir en bourse, n'importe quel Zoulou se croit super fort en bourse, tu vois. Oui, t'inquiète, j'ai des actions, mais en vrai, t'y connais rien, mais tu crois que t'y connais parce que pendant 2 ans, t'as eu du bol et ça s'est bien passé, quoi. Enfin, ça reste...
je pense que c'est quand même un métier, la bourse, tu vois. Tu dois un peu t'y connaître. Mais ici, on a une approche, on sait qu'on veut y aller. Mais le problème, c'est que tu vois, typiquement, un immeuble, si tu mets 200 000 de cash et que tu arrives à lever 800 000, tant que tu sais lever de la dette, tu connais un investissement où là, on va rembourser 4 000 euros par mois de capital avec 200 000 euros placés. C'est imbattable, en fait. Et en termes de sécurité, tu es dans le centre-ville d'une vieille ville historique de France avec un marché locatif archi tendu. Je vois dans ma tête, le risque, il est presque pas là, quoi. Je sais que je vais faire 200 000 euros de plus-value à la fin de l'opération. Donc pour moi, il y a quasiment pas de risque pour 200 000 avec un effet de levier x5. Donc désolé, moi je suis partisane, je persiste et je signe. Quand tu sais faire de l'immobilier, que tu sais lever de l'argent, il n'y a pas de sujet, quoi. Mais on a envie de diversifier, entre guillemets, avec... c'est vraiment, on a, entre guillemets, trop de cash, qu'on ne sait pas quoi en faire. Bon, ben on le mettra en bourse, quoi, tu vois. Pour clôturer l'épisode et répondre à cette question, est-ce qu'on peut devenir libre financièrement en 2025 avec un projet immobilier? Ouais. Avec un immeuble? Ouais. Avec donc un bel apport, un immeuble. Ouais. Et aller chercher du cash flow, quoi. Ouais. Mais faut être un peu accompagné si t'es débutant. Enfin, je le précise. On a un exemple, j'ai un exemple en tête, de membre de notre club. Abigail, si tu m'écoutes, elle a acheté un immeuble qu'elle redécoupe en 15 appartes avec un local commercial à l'intérieur. Et c'est son premier invest. C'est un truc énorme. Enfin, pour un premier invest, tu vois, des fois, je repense à moi avec notre petit immeuble de 4 appartes. Je me dis, mais si on avait été accompagnés, moi, je me serais moi-même engueulée en mode, mais qu'est-ce que tu pars sur un petit truc de 4 appartes? Ouais. Donc, il faut avoir aussi le contexte qui te permet de faire un gros truc. Trop bien. Voilà. Bah écoute, je mettrai le lien pour ceux qui veulent être accompagnés par Dorine et Cyril. Moi, je t'invite pas pour rien ici. On a avec Dorine et Cyril, on a décidé de travailler ensemble sur certains points parce que je me cherchais j'ai jamais lancé de formation immobilier et je me suis dit que c'était que je voulais absolument je voulais pas avoir mes produits, mon truc, parce que moi ce que j'aime faire, c'est documenter, aller creuser les business, aller creuser les sujets. Et j'ai creusé dans les formations IMO sur l'immobilier comme j'ai eu l'habitude de le faire, de l'immobilier locatif, long terme, etc. Et je trouvais que vous faisiez vraiment bien le boulot, que vous étiez, vous n'êtes pas les as du marketing, tu me le disais, vous avez plein de trucs à faire. Par contre, sur l'accompagnement que vous proposez, je trouvais ça hyper sérieux, aussi dans la longueur jusqu'à la réussite des projets. On n'est pas sur l'investissement clé en main, mais on est sur un truc hyper personnalisé. Donc, je mettrai le lien dans la description. Et après, quand il clique, ça ressemble à quoi? Nous, c'est avec un challenge. Ouais. On ouvre les portes. Donc, on ouvre les portes en faisant un événement gratuit pour que les gens y voient comment c'est, comme s'ils étaient dans le club, mais qui nous voient, qui voient la façon de travailler, où on explique comment on fonctionne. Puis après, ils se décident à la fin du challenge. Participer au prochain challenge de Dorine et Cyril. Moi, j'essaierai aussi de participer peut-être au challenge, peut-être à la formation que vous proposez, donner des petits bonus, etc. Et voilà, ravi de démarrer ça. Allez-y, allez découvrir gratuitement ce que proposent Dorine et Cyril, et comme ça vous ferez votre petite idée. On se retrouve sur d'autres plateformes, le podcast évidemment. Sur Instagram, voilà. Les investisseurs, ça reste. Ça reste. Voilà, c'est nos 2 principales plateformes. Trop bien. Un petit peu YouTube aussi, j'essaye de me filmer maintenant, ouais, pendant que j'enregistre les épisodes, mais c'est dur. Trop bien. Merci Dorine, c'était hyper chouette. À très vite, et puis encore merci d'être là.